j'enchaîne en accueillant Monsieur Jean-François Delfraissy, qui est président du Conseil scientifique du Covid-19. Il nous a aussi beaucoup encouragés à organiser cette édition. Il était déjà venu à Esfroy Odéon en nous alertant d'ailleurs. On avait eu un peu de déni, Jean-François, il y a quelques années, lorsque vous étiez venu au théâtre de l'Odéon. Alors aujourd'hui, votre présentation est évidemment très attendue, puisqu'on a envie que vous nous parliez des rapports entre la science et la politique. Alors, science politique et société, c'est un vieux problème ou une vieille histoire. Dès la démocratie grecque, la relation entre le sachant et le politique était déjà au rendez-vous. Et l'histoire de France montre qu'il y a eu une série d'autres rendez-vous qui se sont passés, avec des hauts et des bas d'ailleurs sur ces rendez-vous. Sur Covid-19, dans la plupart des grands pays, des comités scientifiques ont été mis en place. Ça a été le cas en France, à la suite d'une réunion de scientifiques que j'avais organisée à l'Élysée le 5 mars. Et le 12 mars a été créé, le 11 mars, 12 mars a été créé le comité scientifique. Il est multidisciplinaire. Beaucoup d'ailleurs des membres sont ici ce soir et je les en remercie d'être à la fois ce soir, mais surtout d'avoir fait un boulot fantastique en termes d'intensité. On verra s'il était si fantastique que ça en termes de résultats. Alors, sur le fond, comment construit-on un comité scientifique? On le construit, ce n'est pas l'objet d'un homme, même s'il y a un président. C'est vraiment une construction commune. C'est une intelligence collective dont on a l'habitude en médecine, ce n'est pas nouveau. Hein, les grandes décisions médicales se prennent avec ce qu'on appelle des RCP. Chaque décision difficile, elle est prise en commun. Donc, ce n'est pas un homme providentiel, c'est un comité qui fait de l'intelligence collective. C'est multidisciplinaire. Il y a toutes les disciplines que vous avez entendues ce soir, plus les sciences humaines et sociales, plus un représentant de la société civile. Alors, 4 points d'interrogation dans la relation entre un comité scientifique et le politique. Le premier, c'est comment on garde l'indépendance. On est nommé par le politique, même si j'ai contribué à choisir les membres du comité scientifique. Et ensuite, comment on reste indépendant? On reste indépendant parce qu'on est scientifique et médecin. On n'est pas dans un modèle de hiérarchie de hauts fonctionnaires. Nous ne sommes pas des énarques. Le deuxième élément, c'est qu'on peut s'auto-saisir. On ne répond pas seulement à des saisines du politique, mais on peut s'auto-saisir. Le troisième, c'est que les avis sont publics. Et j'avais souhaité, dès le départ, vis-à-vis de nos concitoyens, sur que nos avis et nos opinions soient publics. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, ce qui n'a pas été le cas au départ du comité anglais. Et enfin, le dernier point, c'est que cet exercice d'intelligence collective fait que quand l'un a tendance à lâcher, il est repris immédiatement par le groupe et il y a une dynamique de groupe qui est très forte. Le deuxième point de relation avec le politique, c'est la temporalité. La temporalité, elle est de 1 heure ou 2 heures pour les médias et en particulier les chaînes télé en continu. Elle est de quelques jours pour le politique. Et la science, elle se construit, même si elle va vite. On rappelle qu'il a fallu 15 ans pour les trithérapies dans le sida, 9 ans pour trouver un traitement de l'hépatite C, 18 mois pour trouver un vaccin contre Ebola. Et là, on souhaitait des réponses en quelques semaines. La réponse est non, ce n'est pas possible. Hein, il faut le temps de se construire, comme ça a été souligné par Yazdan Pana, un essai thérapeutique, une réflexion sur ce qui se passe au niveau de la société civile avec les sciences humaines et sociales prend du temps pour se faire. Le troisième élément de relation avec le politique, c'est la notion d'incertitude. L'incertitude, c'est la construction même de la science. Un scientifique doit douter. La thèse de science est un élément fondamental où des résultats du lundi ne sont pas retrouvés le mercredi et font poser des questions sur la suite. Nos dirigeants français, pour la quasi-totalité d'entre eux, n'ont pas fait de thèse de science. Ils sont passés par l'ENA, ils sont passés par de grandes écoles, et ce sont des gens très brillants, bien sûr. C'est une différence par rapport aux dirigeants allemands, par exemple, où la thèse de science en Allemagne, qu'elle soit en basic science ou en sciences humaines et sociales, et fait partie intégrante du cursus des futurs politiques. Alors, le politique attend de l'expert, finalement, s'il a constitué un comité d'experts, c'est qu'il puisse lui dire si c'est blanc ou si c'est noir. Et l'expert lui-même
Et dans un doute, et vous avez bien compris que sur Covid, la science s'est faite en marchant, elle s'est construite progressivement, et donc la certitude n'était pas au rendez-vous. Et donc là, il y a un enjeu qui peut se passer. Le quatrième point de relation avec le politique, c'est qu'on peut tomber, et il faut faire attention de ne pas tomber dans ce que j'appelle le syndrome de Stockholm. Vous savez, c'est ce syndrome où finalement les otages finalement finissent par être d'accord avec les personnes qui les ont pris en otage. Et là, on peut être séduit d'être au plus haut niveau de l'État, d'être en relation avec le plus haut niveau de l'État politique. Et attention, il faut vraiment garder son indépendance. Il faut vraiment ne pas tomber dans le piège de rentrer comme étant un garant du politique. Ce n'est pas si facile que ça. Deuxième point très rapide, les limites de l'exercice. Les limites de l'exercice, elles sont le fait que nous ne sommes pas du tout opérationnels. On a lu un peu partout qu'il y avait un troisième pouvoir médical qui était en train de s'installer en France. C'est archi faux, archi faux. La décision, elle est politique. Elle a toujours été politique. Nous ne sommes pas opérationnels. Donc, il y a un certain nombre de recommandations qu'on peut faire qui vont être prises, d'autres non prises. Et nous ne sommes pas responsables des opérations. Quelques exemples. Le comité scientifique avait évoqué, plus qu'évoqué, avait écrit dès le mois de juillet qu'il y aurait une deuxième vague, que cette deuxième vague surviendrait à l'automne et qu'elle toucherait essentiellement les 20 grandes métropoles françaises. Nous l'avions écrit. Début septembre, nous avons évoqué le fait que cette deuxième vague était en train d'arriver. On l'a redit, et il a fallu, vous voyez, un certain délai, mais que je peux comprendre, parce que l'enjeu n'est pas que sanitaire, il est évidemment sanitaire, sociétal et politique, mais un certain délai entre l'avis d'un conseil scientifique et la décision opérationnelle qui peut être prise par le politique. Un deuxième exemple qui me tient beaucoup à cœur. Depuis fin mars, nous demandons la création d'un comité citoyen pour que, finalement, dans cet exercice de triangle de la démocratie sanitaire, entre, d'une part, le sachant, d'autre part, le citoyen, et enfin le politique qui prend les décisions, eh bien, ça puisse s'exercer aussi dans le cadre de Covid 2019. Et finalement, pour de multiples raisons, ce comité citoyen centralisé, peut-être un peu usine à gaz, n'a pas été mis en place. Et c'est seulement maintenant qu'à l'occasion des 20 grandes métropoles, l'opinion citoyenne va être prise en charge au niveau des différents comités qui sont en train de se monter, comités citoyens au niveau des métropoles. Juste pour terminer, pour dire qu'on a deux points qui sont fondamentaux pour la poursuite, parce que nous sommes maintenant rentrés en effet dans quelque chose qui est plus à long terme, c'est comment rétablir la confiance. Et c'est l'enjeu le plus important. Et rétablir la confiance, ça s'appuie sur une clarté d'information, et merci de le faire ce soir. Deuxièmement, ça s'appuie sur une transparence des données qu'il peut y avoir. Et puis, ça s'appuie sur un dialogue entre scientifiques et, bien sûr, la société civile. Merci beaucoup, Jean-François, pour ce brillant exposé.